Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur les maladies infectieuses et le syndrome infectieux. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques définitions, voire quelques concepts, puis nous allons parler de la physiopathologie et de l'étiologie de ces maladies infectieuses et de ce syndrome infectieux, et nous allons terminer sur des mécanismes qui sont mis en place par les bactéries et par les virus pour augmenter ce qu'on appelle leur pouvoir toxique et invasif. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer. Je ne suis ni médecin ni professeur en université et donc vous regardez ces vidéos en conséquence. Alors, un agent infectieux est un agent biologique pathogène responsable d'une maladie infectieuse. Et les agents infectieux sont majoritairement des micro-organismes, notamment des bactéries et des virus. Cependant, certains agents pathogènes ne sont pas des organismes, comme par exemple les prions, et d'autres ne sont pas microscopiques, comme par exemple les vers parasites. Alors le pouvoir pathogène d'un agent infectieux mesure sa capacité à provoquer une maladie chez un hôte, chez un organisme hôte. La virulence d'un agent infectieux mesure sa capacité à se développer dans un organisme. C'est ce qu'on appelle le pouvoir invasif. Et à y sécréter des toxines. C'est ce qu'on appelle le pouvoir toxique. Alors pour donner un exemple en guise d'introduction, même si nous aurons l'occasion de parler plus en détail des bactéries et des virus, le pouvoir invasif d'une bactérie ou d'une souche bactérienne est donc sa capacité à se multiplier et à se répandre dans un organisme hôte, malgré les défenses immunitaires de cet hôte. Alors les facteurs exogènes du pouvoir invasif d'une bactérie. La température par exemple, de l'eau, de l'air, du sol, le pH, le taux d'oxygène, la teneur en certains nutriments de l'environnement, l'exposition aux UV solaires, à certains toxiques ou polluants ou à la radioactivité. La présence d'un vecteur biologique, d'une lésion ou d'une primo-infection peuvent ou non favoriser cet agent infectieux. Deuxième facteur, un facteur qui est lié à la bactérie, c'est-à-dire sa propre constitution, son métabolisme, qui vont définir en partie son pouvoir invasif, qui dépend, alors nous le verrons avec un petit peu plus de détails, des facteurs d'adhésion, de la résistance à la phagocytose grâce à la présence d'une capsule, une résistance aux lysosomes et une production d'enzymes comme la collagénase qui va dégrader le collagène des tissus conjonctifs. Troisième facteur, ce sont les facteurs qui sont liés à l'hôte, avec son système immunitaire et par exemple des facteurs physico-chimiques de l'environnement. Alors la physiopathologie, donc une maladie infectieuse, on va redonner une définition, mais vous en avez déjà eu un aperçu, est une maladie provoquée par l'invasion d'un micro-organisme ou d'un agent infectieux. On va les reciter, les virus, les bactéries, mais également les parasites, les champignons protozoaires, etc. Dans un tissu où ils vont se multiplier et par une réaction générale des cellules et des tissus infectés pour éliminer ces agents pathogènes ou leurs toxines, qui est un processus qui va impliquer notamment le système immunitaire, que ce soit des animaux ou des êtres humains, et des plantes. Alors la physiopathologie résulte, pour faire simple, du contact d'un pathogène dans l'organisme hôte et peut infecter des patients et des autres non. Nous allons voir pourquoi. Et peut s'adapter et changer bien sûr sa virulence selon l'interaction avec l'environnement, les traitements et le patient. Nous allons voir pourquoi. C'est pour cette raison que nous disons que l'infection est le résultat du patient, mais également du pathogène et de l'environnement. Alors d'un point de vue de l'étiologie, donc nous l'avons dit, l'infection est le résultat du pathogène, de l'hôte, de l'organisme et de l'environnement. Alors nous allons étudier pourquoi. Donc les agents pathogènes. Nous avons vu, il y a les bactéries, les virus, les protozoaires,
les parasites et les prions, qui sont des protéines. Alors les bactéries désignent certains organismes vivants, microscopiques et prokaryotes, présents dans tous les milieux. Le plus souvent unicellulaires, parfois vous avez des bactéries qui sont pluricellulaires. Ici vous avez la bactérie. Ensuite le virus, qui est plus petit qu'une bactérie. C'est un agent infectieux. Sa particularité, c'est qu'il nécessite un hôte, souvent une cellule, dont il va utiliser le métabolisme et les constituants pour pouvoir se répliquer. Ensuite, vous avez le protozoaire, qui est un organisme unicellulaire eucaryote. Il existe plusieurs groupes et ils sont connus pour être responsables de nombreuses maladies telles que la malaria, par exemple. Ensuite, vous avez les parasites, qui est un organisme vivant qui vit aux dépens d'un autre organisme, l'hôte. Et vous avez les prions. Un prion est un agent pathogène constitué d'une protéine dont la conformation ou le repliement est anormal. Et qui, au contraire d'agents infectieux tels que les virus ou les bactéries ou encore des parasites, ne dispose pas d'acide nucléique comme support de l'information infectieuse. Vous avez en France la maladie de la vache folle et le kourou ou la kourou, le kourou, qui est une maladie à prions. Alors l'ensemble de ces maladies se caractérise par une dégénérescence du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle spinale, qui est liée à la propagation ou à la multiplication de ces prions chez l'hôte infecté. Alors, les hôtes qui sont plus susceptibles, les malades chroniques par exemple, qui vont présenter, entre autres, cardiopathie, une maladie rénale chronique ou un diabète. Les patients qui ont une immunosuppression. Alors, l'immunosuppression, c'est l'inhibition de l'activation du système immunitaire, une immunosuppression primaire ou pharmacologique. Ensuite, les patients qui présentent une malnutrition ou qui sont dans des tranches d'âge extrêmes, comme les enfants ou les personnes âgées, mais également des patients qui prennent des traitements, comme des antibiotiques. Nous verrons pourquoi, des corticoïdes liés à l'immunosuppression, des médicaments biologiques. Ce sont ces médicaments qui sont synthétisés par une source biologique, par exemple une cellule vivante, ou des patients qui sont sous chimiothérapie. Et des patients également qui présentent des anomalies anatomiques du type urinaire ou pulmonaire. Et bien sûr, il faut l'environnement pour terminer. Par exemple, vous avez des infections nosocomiales qui sont des infections contractées dans des établissements de santé. Donc, un environnement favorable à la prolifération bactérienne ou virale peuvent donc être des milieux hospitaliers et suite à des interventions chirurgicales ou des manipulations, par exemple des cathéters urinaires, endovasculaires, des intubations orotrachéales, trachéales, des plaies chirurgicales, etc. Dans les milieux hospitaliers, on va retrouver des pathogènes virulents, mais également des pathogènes résistants. Vous avez le staphylocoque doré méticilline résistant, qui est un staphylocoque doré, sur lequel certains antibiotiques ont perdu leur efficacité. Des pathogènes également fongiques ou fongiques, comme les dermatomycoses, la mycose de l'ongle, et des conditions d'hygiène autres. Alors, par exemple aussi dans les résidents des centres de santé, sociaux, résidences, nous avions vu la prolifération, la propagation du virus du Covid dans les EHPAD par exemple, et des crises sanitaires ou alimentaires qui peuvent favoriser la propagation de virus, mais également les lieux où il y a une forte densité de population, les salles de sport, les aéroports, les restaurants, etc. Alors, pour mettre en évidence ce que nous avons vu par rapport ici à la théorie, on va parler des causes des infections nosocomiales. Et surtout, si vous êtes un professionnel de santé, je pense que c'est cohérent de parler de ces infections nosocomiales. Donc, pour développer une infection nosocomiale, il faut qu'il y ait les trois éléments qui soient réunis. L'agent infectieux,
un sujet réceptif, le mode de transmission, l'environnement, etc. Nous avions vu tous ces paramètres. Donc il existe ces facteurs favorisants, mais également donc le manque d'hygiène, éventuellement faute de salle de bain ou de douche, mais aussi le comportement du personnel hospitalier qui parfois va sous-estimer le risque ou va mal le comprendre par un manque peut-être d'information, ou encore la mobilité des patients, fréquemment transférés d'un établissement à un autre, d'un service à un autre, etc. Donc on va commencer par parler de l'agent infectieux. Donc les infections nosocomiales sont généralement dues à des bactéries. Vous avez des infections nosocomiales de type commensal, c'est-à-dire des germes qui ne peuvent vivre qu'au contact de l'organisme humain. Ces bactéries sont souvent utiles au bon fonctionnement du corps humain, ainsi par exemple la flore bactérienne résidant dans le tube digestif des humains, le staphylocoque doré, le Pseudomonas aeruginosa, est indispensable à la digestion. En revanche, si pour une raison ou pour une autre, lors d'une intervention chirurgicale, ces germes sont déversés dans la cavité abdominale, ils deviennent dangereux, pathogènes. Et vous avez donc ça, c'était les infections nosocomiales commensales et les infections nosocomiales saprophytes, c'est-à-dire vivant dans l'environnement de l'homme, l'eau, l'air, et pouvant le coloniser dans certaines conditions. Donc ça pour les agents infectieux. Et dans les hôpitaux, donc le milieu hospitalier va mettre en présence des individus sains et de nombreux patients qui présentent des pathologies variées, infectieuses ou non. Et chacun, en se déplaçant dans les locaux et en déplaçant également du matériel, vont disperser des germes qui peuvent notamment se retrouver sur des chaussures, des poignées de porte, des interrupteurs, des surfaces et dans l'air. Ensuite, un autre facteur de l'augmentation des infections nosocomiales, c'est la surutilisation d'antibiotiques. La prescription inappropriée d'antibiotiques semble être une cause importante de sélection de germes multirésistantes dans les services hospitaliers. L'application des recommandations sur l'utilisation des antibiotiques est donc une cible de choix dans la lutte contre les bactéries multirésistantes. Bien sûr, il y a des causes écologiques, environnementales et comportementales, et bien sûr la réceptivité du patient. Pourquoi? Nous en avons déjà un petit peu parlé. Alors les patients hospitaliers ont souvent par nature des défenses immunitaires qui sont altérées du fait de pathologies portant directement atteinte à leurs compétences immunitaires. Nous avions donné quelques exemples, le diabète, l'insuffisance respiratoire, les pathologies immunitaires, les brûlés, ou bien sûr en raison de leur état général. Certaines personnes dénutries ou des personnes qui ont des âges avancés ou des jeunes enfants sont très réceptives aux infections en général et nosocomiales en particulier. Et pour terminer sur cet exemple, donc vous avez également des traitements qui sont responsables d'infections nosocomiales. Par exemple, les traitements ou les dispositifs médicaux utilisés comme les sondes urinaires, les cathéters, les sondes d'intubation, mais aussi les traitements par corticoïdes, les antibiotiques, les immunosuppresseurs vont constituer un terrain propice au développement de pathologies nosocomiales. Ici, sur ce schéma, vous avez une distribution relative des sites des infections nosocomiales en 2006. Vous voyez qu'elle représente 30% des infections urinaires, 15% des pneumonies, ISO, je ne sais pas ce que ça veut dire, 10% des infections cutanées, infections des voies respiratoires, des autres voies respiratoires, infections digestives, etc. Donc vous voyez que les infections nosocomiales posent un vrai problème de santé publique et nous aurons l'occasion d'en parler avec plus de détails dans de futures vidéos que je publierai peut-être l'année prochaine sur la thématique de la santé publique. Donc on va rentrer dans la dernière partie de cette vidéo. Donc on va étudier l'anatomie d'une bactérie. Donc ici vous avez une bactérie, je vais vous entourer les structures principales.
qui sont déjà bien notés. Vous avez la flagelle, le cytoplasme de la bactérie avec le nucléoïde. Ici, vous avez le poil, qu'on appelle également le cil. Vous avez la membrane cellulaire, hop, l'ADN, les parois cellulaires, la capside, les ribosomes. Voilà. Donc la flagelle, les ribosomes, le cytoplasme, la nucléoïde, la membrane plasmique, parois cellulaires, ici la capsule, important, et les poils, les cils. Donc nous allons voir les facteurs dépendants de l'agent pathogène qui vont expliquer la virulence. Nous avions déjà un petit peu parlé de ce pouvoir invasif et de la virulence au début de cette vidéo. Nous allons donner des exemples des mécanismes des bactéries, mais également des mécanismes des virus. Alors, quels sont les facteurs dépendants de l'agent pathogène, la virulence, mécanisme des bactéries? Donc, l'adhérence bactérienne aux cellules. Premier mécanisme, par l'intermédiaire des cils, des poils, mais également, je crois, de la flagelle. Vous avez la capacité de croissance intracellulaire. Nous en avions parlé tout à l'heure avec l'inhibition des lysosomes. Les lysosomes contiennent ces enzymes digestives pour digérer les macromolécules lors de la phagocytose. Donc les bactéries ont cette capacité de croissance intracellulaire. Alors, je vous laisse patienter 15 secondes, je vais juste vérifier quelque chose. Ok, alors ensuite, nous avons les toxines bactériennes. Nous allons avoir des toxines endotoxines et exotoxines. Alors ça veut dire quoi? Ces toxines endotoxines qui sont contenues dans un germe, la bactérie, et vont rester à l'intérieur du cytoplasme au lieu de diffuser à l'extérieur, qui s'oppose à exotoxines. Ensuite, quatrième caractéristique, ce qu'on appelle l'évasion immunitaire, qui est une stratégie utilisée par les organismes pathogènes et les tumeurs pour échapper à la réponse immunitaire d'un hôte afin de maximiser sa probabilité d'être transmis à un nouvel hôte ou de continuer à croître respectivement. Donc ça, c'était pour la bactérie, cette adhérence bactérienne aux cellules par l'intermédiaire des poils, cette capacité de croissance intracellulaire avec une inhibition des lysosomes, des toxines bactériennes et une évasion immunitaire. Concernant les virus, donc, je vais vous montrer l'anatomie d'un virus. Ici, on a le coronavirus. Ici, on a le virus du sida. Donc, vous pouvez voir, avec cette membrane lipidique, des protéines qui sont sur la membrane, des protéines membranaires, protéines d'enveloppe également, avec voilà, la protéase et l'ARN viral, voilà, et l'enveloppe phospholipidique. Voilà, donc c'était juste une petite introduction, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus spécifiquement et plus précisément dans un cours sur l'étude des virus. J'ai pas encore songé à faire. Donc les mécanismes des virus. Donc ils vont avoir des récepteurs cellulaires. D'accord? Ça c'est très important. Et ils vont avoir présenté un effet, ce qu'on appelle cytopathique direct. C'est-à-dire qu'on appelle l'effet cytopathique les altérations métaboliques, biochimiques et morphologiques d'une cellule qui va être infectée par un virus. Comme la bactérie, il va vous présenter un mécanisme d'échappement immunitaire. Et il va avoir cette capacité de transformer des cellules infectées en cellules tumorales. On se souvient par exemple, vous avez le papillomavirus humain qui a cette capacité de provoquer des cancers chez l'hôte par une altération de P53, si je ne me trompe pas.
Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.